Bonjour et bienvenue à cet épisode dédié aux fusils de marine suédoise modèle 1851. Alors deux choses viennent de vous sauter aux yeux, certainement. Premièrement, la chambre mobile ici et deuxièmement, un chien inversé. Alors ces deux caractéristiques sont appliquées à toute une famille d'armes réglementaires scandinaves, plus particulièrement la Norvège. Et donc avant de sortir au stand avec ce fusil, je voudrais juste un peu vous expliquer le développement du système globalement et son adaptation aux besoins de la marine suédoise. Alors notre saga norvégienne commence en 1837, lorsque le roi de Norvège décrète qu'une nouvelle génération d'armement sera développée pour les forces terrestres et de marine. Cette arme sera à percussion et aussi à chargement par culasse. Donc, qui était un plan assez audacieux, car jusque-là, les armes à chargement par culasse étaient seulement employées par les troupes d'élite et en très petit nombre, relativement. Si on met à part les Prussiens qui, eux, commencent avec le fusil Dreise, mais eux, c'est vraiment l'exception à la règle. Alors, qu'est-ce qui existait déjà comme arme réglementaire à chargement par culasse? Alors, si on commence au XVIIIe siècle, il y a le fusil Ferguson, employé par les Britanniques pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. Et ce système était bien sûr avec une platine à silex. Et il y a un bouchon muni d'un pas de vis qui est mis en rotation par un levier sous la forme du pontet. Ceci baissait le bouchon qui donnait accès à une chambre pour d'abord charger le projectile et ensuite la poudre. Il fallait ensuite remonter le bouchon et tirer comme d'habitude. Alors, l'usinage de ce bouchon était très complexe à l'époque, donc très cher et aussi assez fragile. Des tests par contre avec des reproductions ont montré que l'encrassement était peut-être moins pire qu'on penserait. Ceci dit, c'était assez complexe aussi à manipuler et à utiliser effectivement. Donc c'était pas vraiment une arme à utilisation générale, c'était plutôt pour les tireurs d'élite et autres troupes de ce genre. Ensuite, si on commence au début du 19e siècle, il y a peut-être le système qui a été déployé le plus, et c'est le système Hall américain. Donc là, je remercie John Clear, un de nos patrons, pour m'avoir donné ce petit clip qui montre son fonctionnement. Donc là, vous voyez, il y a une chambre mobile à bascule, que l'on peut donc charger avec la poudre et le projectile, refermer et ensuite mettre à feu. Dans le clip ici avec une platine à silex, mais le système a aussi fait sa transition à percussion. Alors bien que le système d'ouverture et de verrouillage ont changé sur le Hall à travers les divers modèles, une chose est restée constante, c'est le fait qu'il y a un espace assez important entre l'ouverture de la chambre et le début du canon. Donc premièrement, il faut cet espace tout simplement pour laisser s'accumuler l'encrassement après les tirs successifs, tout comme les revolvers à percussion et même les revolvers modernes maintenant, pour que les pièces puissent bouger malgré cette accumulation. Et deuxièmement, les tolérances de fabrication n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors, les fuites sont assez importantes à travers cet espace. Et ça fait qu'en fait, pour avoir une portée équivalente à un fusil à chargement par la bouche classique, il fallait une charge quand même supérieure. Et voilà, donc c'était pas tout à fait au point pour pouvoir armer tout un pays avec ce système. Si on vient maintenant en Europe, en France, il y a eu deux systèmes. L'un que j'ai complètement oublié pour la version anglaise de cette vidéo, tant pis. C'est le fusil de rempart 1828 et 1831, donc silex et percussion. Là, nous avons une chambre mobile, aussi à basculement, et la bouche de la chambre mobile vient s'imbriquer dans le début du canon, ce qui élimine le problème de fuite de gaz. Mais le verrouillement de cette chambre est fait par une cale derrière, avec des leviers, des articulations,
donc pas vraiment optimisé pour un fusil d'infanterie par exemple. Et le deuxième est le fusil Robert, testé en 1833. Donc là, c'est un système à chargement par culasse avec des cartouches basées sur le système Pauli. Lui aussi, avec les tests, ont démontré que c'était trop fragile, trop compliqué. Alors après notre petit circuit international, revenons à la situation nordique. À cette époque, à partir de 1833, il y a un armurier danois au nom de Nikolai Johan Leibniz qui dépose des brevets sur un système d'armes militaires, entre autres, à chargement par culasse. Donc il contient le principe d'avoir une chambre séparée dont la bouche vient s'imbriquer dans le canon, similaire au fusil de rempart français. Mais par contre, le système de verrouillage et d'alimentation est beaucoup plus simplifié. Et là, je remercie le Dr Stephen Wardlaw de ctmuzzleloaders.com pour m'avoir fait parvenir cette vidéo d'un exemple d'un pistolet de cavalerie danois au système Leibniz. Et là, donc, on peut voir cette chambre. Et il y a maintenant un levier. Et ce levier permet d'avancer le canon, donc pour séparer la chambre du canon, et ensuite de pivoter, ce qui donne un accès facile pour charger. Ensuite, on fait rebasculer le canon en face de la chambre, on ferme le levier, ce qui fait à nouveau imbriquer la chambre dans le canon, et le système est ensuite fermé. Apporté à ce système est aussi le principe du chien inversé. Donc le système du chien inversé, aussi appelé Underhammer, n'est rien d'innovant en termes de principe. Il était déjà utilisé pour les armes à silex, particulièrement apprécié pour le tir de précision. Premièrement parce que le système de mise à feu est dans l'axe du canon, donc il n'y a pas de force désaxée lors de la frappe, soit du chien à percussion ou du silex. Mais aussi, il n'y a bien sûr pas d'explosion en face du tireur, ce qui donne une très bonne ligne de visée. Cependant, très peu exploité pour les armes réglementaires. Et c'est ce système qui inspire les Norvégiens. Donc ça revient à l'armurier Niels Gregerson et au capitaine Scheel de retravailler le système, aussi combiné avec des éléments du fusil Hall, pour arriver à la famille d'armes connue sous le nom de Kammerlader. Et donc, si vous avez vu dans la vidéo, le problème du système Leibniz, c'est qu'il faut basculer le canon pour avoir accès à la chambre. Ça va pour un pistolet, à la rigueur une carabine, mais pour un fusil d'infanterie d'époque qui a un canon d'1 mètre, c'est pas vraiment pratique. Alors, ils reprennent justement l'idée Hall d'avoir la chambre basculante à la place. Par contre, ils gardent l'idée d'avoir un levier pour faire coulisser la chambre du Leibniz, et ils reprennent aussi le système du chien inversé, mais ils le développent aussi pour qu'il soit un peu moins fragile. Si vous avez vu ou dans la vidéo, il y a un énorme ressort dans le pontet Leibniz. Ça, c'est en fait la détente, et donc là, c'est garanti qu'il y aura des départs intempestifs, simplement en touchant ce gros ressort fragile, oui, il sera tordu ou quoi que ce soit. Donc, il le développe pour qu'il soit beaucoup plus robuste. Et dès 1842, les premiers prototypes sont testés, et ensuite c'est adopté jusqu'à l'apparition du fusil Rolling Block en 1867. Et même à cette période, ils ont été transformés à cartouches. Donc ça a été un système qui a été très très bien apprécié par les Norvégiens. Nous voilà enfin à la situation suédoise. Alors, il faut comprendre qu'à l'époque, la Suède et la Norvège étaient sous la même couronne, mais politiquement et notamment en termes d'armement, ils étaient indépendants. Donc, contrairement aux Norvégiens, les Suédois avaient choisi d'adopter des armes à percussion normales.
Et on ne connaît malheureusement pas les raisons pourquoi ils ont décidé de tester des armes Kammerlader. J'ai demandé à des collectionneurs norvégiens et suédois et ils n'ont pas vraiment pu m'éclaircir au-delà de qu'on peut déjà interpréter des sources sur Internet. Alors je fais quelques suppositions ici. Peut-être que c'est tout simplement que les amiraux suédois en avaient jusque-là d'entendre les matelots suédois se plaindre des beaux fusils à chargement par culasse que leurs collègues, les matelots norvégiens, avaient sur les quais lors des échanges militaires. Donc à un moment donné, un cahier de charge est établi et il ne s'agissait pas tout simplement d'acheter des fusils de marine aux Norvégiens. Non, non, il a fallu encore retravailler le système. Et ce travail est exécuté par August von Feilitzen, qui a aussi d'ailleurs développé ce revolver magnifique, donc un peu rétro-futuriste sur les bords, steampunk aussi. Alors, voyons voir un peu ce que von Feilitzen a fait du système norvégien. De temps en temps, il va apparaître en haut de l'écran quelques images d'une version norvégienne du système, juste pour faire quelques comparaisons. Alors, comme il s'agit d'un fusil de marine, il est un peu plus court qu'un fusil d'infanterie typique, il fait 1,24 m. Par contre, il pèse 4,7 kg, donc il y a quand même un bon poids. Par contre, ça fait que c'est assez confortable à tirer. Il y a un joli appui-joue ici. Donc, avec le système du chien inversé, c'est assez confortable au tir. Nous avons une hausse ici avec 2 crans. Aucune idée des distances, mais je suppose que ça va être autour des 100 mètres, puisque à 50 mètres, il tire déjà très haut. Et nous avons un guidon assez large et rectangulaire. Donc ça, c'est assez confortable à viser avec. Donc, cette petite languette ici que vous voyez dessous, c'est pas moi qui l'ai inventée. Il y a ici ces petits clous en laiton, sont là exprès pour la languette. Et c'est en fait, premièrement, c'est une sécurité. Donc ça empêche le chien de percuter la cheminée que vous voyez là-dessous. Donc il servait de ça, premièrement, comme sécurité. Et deuxièmement, pour le tir à sac. Donc les Norvégiens avaient un système analogue avec une petite clé recouverte de cuir qui venait justement aussi interrompre le chemin du chien. Donc je crois que l'expression c'était klikleia pour cette pièce. Alors, la première différence avec le système norvégien, c'est justement, on va dire, la platine, manque d'autres mots. Donc vous voyez, le norvégien a un énorme ressort principal qui vient recouvrir le chien. Et il faut appuyer sur le chien avec sur une languette qui sort sur le côté. Donc ici, ils sont restés assez ergonomiques, c'est tout dans une seule ligne. Cette pièce devant est assez pratique puisqu'elle masque le chien. Donc dans un environnement naval où nous avons des sangles d'uniforme, des cordages partout, c'est bien de garder le chien masqué. En tout cas, vu sa forme, c'est pas évident vraiment de l'accrocher sur quoi que ce soit. Et pour aider l'armement, il y a ce joli anneau, donc c'est très très facile à armer. Donc ça, on le voit aussi repris du système Leibniz. Alors le ressort principal, lui, est incorporé dans la platine ici, qui comprend le pontet et la plaque dessous. Donc ça, je vais le démonter juste pour faire voir ce qu'ils ont fait. On va tournevis. Donc, il faut noter aussi que tout le système, le canon et le boîtier sont retenus par un système de crochet. Donc voilà, on peut tout enlever facilement pour le nettoyage. Ça, on viendra à tout ça
dans un instant. Revenons à la platine. Voilà, ensuite il me suffit juste de tirer. Hop, ah oui, on enlève le cuir. Voilà. Et voilà tout le système intégré dans un module. Donc il y a le ressort principal qui lui actionne le chien, et la détente, elle, a un autre ressort qui est incastré dessous. Donc c'est vraiment un module compact, aussi facile à nettoyer. Les ressorts sont accessibles. Là, vous noterez une vis qu'il faut que je remplace. Et voilà, donc ça c'est l'unité de la platine. Si on regarde le bois, là on voit peut-être l'un des problèmes de ce fusil, c'est la faiblesse de l'épaisseur ici du fût. Et beaucoup de ces fusils ont en effet des fissures le long de ces surfaces, et dessous aussi. Celui-ci n'était pas une exception, j'ai réparé là où il fallait. Alors voilà, surtout aussi dans un environnement marin où il y avoir le bois va être sec et mouillé en alternance, ça va travailler, donc je suppose que ça avait des conséquences assez néfastes. Alors, passons maintenant au boîtier. Alors, le boîtier est constitué d'une première pièce en forme de U, et ensuite elle est fermée par une plaque derrière. Mais le canon est vissé sur place et il est indexé et fixé par une vis. Alors, ensuite nous avons un levier, et pour ouvrir le système, il suffit de lever et de tirer en arrière pour combiner l'action, premièrement de retirer la chambre et ensuite de la relever pour le chargement. Alors, à la différence du système norvégien, nous avons ici une rainure découpée dans la paroi de la chambre, et celle-ci interagit avec ce saillie ici, et sa présence là est une sécurité additionnelle. Donc je vais vous montrer ça dans une de mes petites maquettes. Alors pour enlever le levier et la chambre, c'est très simple. Il y a ici un petit bouton coulissant, donc il suffit de coulisser vers l'arrière et ça libère l'axe ici pour pouvoir tout démonter. À la différence du système norvégien qui lui a un énorme écrou qu'il faut dévisser laborieusement de l'autre côté. Alors, voici la chambre. Notez ici la forme des ouvertures, donc premièrement de chaque côté. Il y a deux branches ici, c'est un peu la forme d'un cœur, et une ouverture allongée derrière. Donc voici les rainures découpées. Donc on va mettre ça dans un boîtier transparent pour voir comment tout fonctionne. Donc, avant de le monter sur la maquette, on va juste parler du levier quand même. Donc il y a ici un axe qui ressemble un peu à un vilebrequin. Il y a une première section, on va dire centrée, cylindrique. Ensuite, une première section de came excentrique. Et ensuite, on revient vers le milieu avec une petite partie à nouveau centrée pour supporter l'autre extrémité de l'axe. Alors, on va mettre ça dans sa position. Voilà, donc ça c'est en position fermée. Donc vous voyez la bouche ici de la chambre est insérée dans le canon, si vous imaginez ici. Et vous voyez que la came ici, la première section de came ici, est poussée vers l'avant, ce qui pousse la chambre vers l'avant. Donc le système est maintenant
verrouillé. Je vous montrerai comment le levier est verrouillé quand je remonterai dans le boîtier. Alors, la première action d'ouverture, observez ce qui se passe ici avec l'axe. Donc le premier mouvement est simplement un mouvement de rotation de la came, ce qui fait coulisser la chambre vers l'arrière. Ceci grâce à l'interaction entre l'ouverture allongée traversante ici et puis la came, la première portion de la came. Notez aussi que la partie coudée rentre dans le premier lobe de cette ouverture-là. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'axe et la chambre forment un ensemble, et ça veut dire que lors de la rotation suivante, la came pivote avec le levier. On peut ensuite charger. Quand on rebaisse le système, bien sûr les deux pièces sont encore unifiées. Ensuite, quand la chambre est alignée avec le canon à nouveau, on continue la rotation du levier. La partie coudée maintenant est libre de rentrer dans le deuxième lobe. Et la première partie de la came vient appuyer dans son ouverture traversante ici pour faire coulisser la chambre à nouveau à l'avant. Je montre ça encore en ralenti. Je reviens de ce côté-là juste pour vous faire voir le fonctionnement de la sécurité ici. Donc le petit saillie ici à l'intérieur du boîtier. Là on peut voir en position fermée, elle est disposée entre les deux surfaces de la chambre. Et donc à l'ouverture, le saillie se met en face et elle peut ensuite passer à travers. Donc c'est juste une petite sécurité supplémentaire, je suppose, pour empêcher la rotation intempestive si, je sais pas, s'il y a une fissure au niveau de l'axe ou un excès de fuite de gaz, par exemple, à l'avant. Donc voilà, ça c'est une caractéristique particulière du modèle suédois. Donc, juste avant de rassembler le fusil, on va juste continuer avec quelques caractéristiques du fût. Remarquez ici que la plaque est en laiton. Dans le modèle norvégien, c'est en fer. Cette rampe ici est simplement pour assister à la rotation. Et cette vis a deux rôles en fait. Donc premièrement, c'est ce qui tient ce crochet ici en place. Et deuxièmement, ça assure que la chambre est perpendiculaire au canon lors de la fermeture. Donc dans le modèle norvégien, il y a une crête ici qui fait la même chose. Et je l'ai reproduit dans la maquette ici, cette vis donc a exactement le même rôle. Il y a aussi un tube en laiton qui entourne d'ouverture pour le chien. Donc justement là aussi, ça évite d'avoir des dommages dus à la percussion de la capsule. Et puis aussi, c'est assez facile à nettoyer. Alors comment est-ce que le levier est retenu en sa position fermée? Alors en fait, il est prisonnier entre ces deux plots ici. Le plot inférieur est simplement pour éviter une surrotation. Et le plot du haut empêche tout mouvement vers le haut. Alors pour le déverrouiller, il suffit simplement d'appuyer sur ce petit bouton. Et ce petit bouton est lié à un tout petit levier ici derrière, qui lui vient en appui contre cette surface là. Donc on voit, lorsqu'on appuie sur le bouton, le levier est écarté de ce plot supérieur et on peut ouvrir le système sans plus. Et c'est un mouvement tout à fait naturel. Dès qu'on veut charger, le doigt vient ici pour prendre le levier et c'est déverrouillé tout de suite. Alors voilà le fusil reconstitué. Je vais vous montrer maintenant une petite séance de tir que j'ai fait en automne l'année dernière. Malheureusement,
j'ai pas eu la présence d'esprit d'enregistrer en français et en anglais, donc ce sera en anglais. S'il y a des points particulièrement pertinents, je vais mettre un peu de sous-titrage, mais c'est vraiment la galère à faire. Alors voilà, il faudra faire avec. Ah oui, j'ai aussi oublié de dire que bien sûr le fusil est rayé. Vous voyez là, 6 magnifiques rayures, très profondes, ce qui m'a permis de ne pas faire trop mal sur cible. So it is extremely convenient having this chamber just there. And then I'm just using a short starter, as you would do on a muzzle loader. Get it nice and tight up on the powder. And then I get my cap, give it a pinch. Now normally with a normal cap, you would then put it forward. Here it's stopping because of the wings of the cap. Then just give it a push down. Cocked and locked. Now I'll just remove the leather piece, just put it to the side for now, and we're ready to go. Whoo whoo! Smoking like a steam train. Now because the chamber's slightly conical, it's actually, you can just thumb it in, because the front of the chamber here is being lubed every time by the patches, so you can put it down almost to the powder, and I'm just doing this just as a little check so it sits nicely. So this is my last shot, 12th I think. There's more holes on there because some of my other patches have fallen off. I'm having to aim almost 2 foot below the middle, so yeah, it's not too convenient, but you'll see it's still not too bad. So here goes. Oh, and by the way, loading is just as easy as it was before. Also closing, and I don't notice any sealing problems. There's only a tiny bit of smut there on where the gas seal is, hardly anything. So it's still doing its job. Then it just grips forward. Leather away, and I'll do this one freestanding just for giggles. Move me mic. There we go. And I'm spent. Let's go and see. So there we go. The top one was the first shot, and so I immediately corrected and started aiming down there, and the rest are quite nice. Now somewhere in there, one of those is a Baker ball, same caliber unfortunately, so can't tell which one. And interestingly, the last two went up there with the same aim, one sitting, one standing. So it could be that finally grime was starting to take effect on accuracy. Là, après toute cette saga, toute cette optimisation, c'était quasiment pour rien, puisque dès 1855, la marine suédoise abandonne le projet et adopte un fusil à percussion absolument standard. Il existe même un doute sur le fait que ces fusils furent utilisés. Or,
des séries d'essais. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont été vendus par la marine suédoise sur le marché civil. Il y a ici un petit poinçon, vous voyez un X dans un cercle. Ça indique que c'est sorti de son service à la marine pour être vendu. Mais est-ce que ils ont vraiment servi à bord? Ça, on ne sait pas. Alors, est-ce que c'est la fin de l'histoire du Kammerlader en Suède? Pas tout à fait, puisque à peu près 10 ans plus tard, lors de le commencement de la transition au système à cartouche, il y a eu une dernière tentative par un armurier du nom de Hagström qui a inventé une transformation du fusil à percussion à l'époque, le Vrede. Et bien sûr, là, il était clair que le saut technologique suivant serait les cartouches métalliques. Donc ça a été bien sûr tout de suite abandonné. Il y a eu par contre une petite série produite. Et c'est cette série qui a servi, enfin le fût de cette série qui ont servi pour les premières productions des fusils Rolling Block suédois modèle 1867. Hagström a aussi inventé un système de mise à feu par aiguille. Donc, rien à voir avec le Dreise ou Chassepot, c'est un autre système assez intéressant. Aussi, bien sûr, trop tard pour être adopté. Voilà, nous sommes maintenant enfin à la fin de cet épisode. Ça a pris beaucoup plus de temps que je pensais. J'espère quand même que ça a été intéressant. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt au stand et ici dans l'atelier. Je remercie aussi tout le monde qui a contribué à cet épisode. J'ai dû demander à diverses personnes pour quelques belles images pour vous montrer un peu la progression et l'histoire. Et mes remerciements suivront à la fin de la vidéo. Merci et à la prochaine.